Laurent, est-ce que tu veux bien nous lire un extrait, s'il te plaît, de ton dernier livre paru, qui est Pornographie du contemporain? Avec plaisir, évidemment, avec plaisir. Je vais lire le début. Voilà. C'est paresseux, mais comme il y a toujours un vague suspense, quand même dans la théorie. Donc, paragraphe 1, le fond de l'air est chaud. Ce jour-là, dans les rues de Soho, à New York, une excitation palpable planait dans l'air. Peut-être était-ce la température qui atteignait encore un incroyable 18 degrés Celsius pour un mois de novembre, ou peut-être la rumeur entourant le show qui allait s'ouvrir à la galerie Sonnabend. Depuis plusieurs mois pourtant, le monde de l'art était déprimé. Personne ne s'était encore tout à fait remis du crash que le marché avait connu en 1989, et le besoin de nouveautés, de surprises, se faisait sentir de manière aiguë. Lorsqu'on apprit que les pièces exposées à la Biennale de Venise par Jeff Koons l'année précédente allaient être montrées à Manhattan, la nouvelle fut accueillie comme une bénédiction. On allait s'amuser. Le soir du 21 novembre 1991, la queue de ceux qui voulaient entrer au vernissage de l'exposition faisait le tour du bloc. D'après ce qu'on en disait, le scandale qu'elle avait causé à Venise n'était pas usurpé, bien au contraire. De fait, les 26 pièces rassemblées dans les espaces aveugles de la galerie comportaient une forte proportion de tableaux qu'il était difficile de qualifier d'une autre façon qu'explicites, ainsi que des sculptures de la même eau. Le comble était que les tableaux et les sculptures en question mettaient en scène l'artiste lui-même, en pleine séance de cul avec son épouse de l'époque, l'actrice pornographique Ilona Staller, connue sous le nom de scène de Cicciolina. Dans les images, colorées comme des chromos, le couple s'ébattait, lui nu, elle vêtue d'une lingerie mariale, au milieu d'un décor évoquant un Éden caricatural multipliant les positions du répertoire du cinéma X. Les sculptures, quant à elles, tantôt en verre coloré, tantôt en bois peint et tantôt en marbre, constituaient autant de variations dans le style édifiant de ce qui apparaissait de manière plus crue, plus directe sur les peintures. Les unes comme les autres, toutefois, étaient entourées d'une série supplémentaire de figures sculptées représentant soit des fleurs, soit des chérubins, soit des chiots, répartis dans la galerie comme s'ils prétendaient y constituer un petit monde. Le titre de l'exposition ne le cachait pas, du reste. Il s'agissait, pour Koons, de mettre en scène une réalité alternative, un autre cosmos, par la représentation de ce qui relevait pourtant du plus banal. Titre qui était « Made in Heaven ». Paragraphe 2. Arrow sur la 80s. Dès le lendemain du vernissage, une immense vague de colère submergea les pages spécialisées des journaux. La critique d'art, presque unanime, déversa sur l'exposition un flot de bile comme on en avait rarement vu. Dans le New York Times, le plus influent critique de l'époque, Michael Kimmelman, donna le ton de l'assaut, qualifiant Koons de « pauvre publicitaire opportuniste qui, à se mélanger à son œuvre, a précipité l'autodestruction qui est d'ores et déjà son destin ». Fin de citation. Le critique était dégoûté. Citation. Alors qu'on pouvait enfin croire tourner la page des années 1980, déplorait-il, voici que Jeff Koons nous assène un dernier râle pitoyable dans le style du sensationnalisme et de la tapageuse autopromotion qui a caractérisé les pires années de la dernière décennie. Fin de citation. De manière symptomatique, ce n'était pas sur les sodomies et les éjaculations en gros plan que s'attardait Kimmelman. Ce qu'il faisait sortir de ses gonds à propos de Made in Heaven, c'était Koons lui-même, le fait qu'il fût visible. La dimension sexuelle de l'installation ne faisait, semble-t-il, pas partie des pires aspects de la dernière décennie que le critique y voyait à l'œuvre. Seule comptait la présence trop évidente, trop volontaire de celui qui l'avait signé. Pourtant, il existait d'innombrables autres exemples d'artistes étant mis en scène dans leur travail, depuis les plus grands autoportraits de l'art classique jusqu'aux vidéos ou aux photographies de toute une série de performeurs contemporains. La différence, aux yeux de Kimmelman comme à celui des autres critiques d'art qui ne voyaient dans Made in Heaven que pornographie, était que Koons donnait l'impression de s'être donné en spectacle à seule fin publicitaire. Merci Laurent.